Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui mardi le 23 février. Alors mes chers citoyens lucides, j'aimerais vous poser une question, j'aimerais savoir comment vous allez. Alors écoutez, moi je pense que je suis un petit peu comme vous, j'ai des hauts et des bas. Et aujourd'hui, ma vidéo, j'ai décidé de l'intituler Persévérance. Donc, nous allons regarder la définition de persévérance dans le dictionnaire. Alors, c'est très court. Persévérance, nom féminin, action de poursuivre ses efforts. Donc, quand on parle de persévérance, nous pouvons parler de Will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 480 meters per second. Heat shield set. Perseverance is now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Alors oui, quand on parle de persévérance, on peut parler du rover qui a touché la planète rouge cette semaine et qui nous a même envoyé aussi une petite bande sonore de quoi ça avait de l'air. Le bruit que l'on entendait sur Mars. Bon, évidemment, c'est sûr que là, vous allez me dire « Ouais, mais c'est un hoax. » Non, non, écoutez, c'est vrai qu'il y a eu de ça une couple de semaines, une vidéo hoax là-dessus, mais là, vraiment, il y a une confirmation que Persévérance nous a envoyé là, une petite bande audio là, du bruit qu'on entendait sur Mars. Alors, écoutez, c'est sûr que ça, c'est un moment historique et je pense aussi que le rover Persévérance ne porte pas son nom pour aucune raison. Alors, ça peut être de ça qu'on parle quand on parle de persévérance. Ou on peut parler aussi de professeur Didier Raoult qui a sorti, comme à son habitude, sa vidéo toujours très instructive sur l'avancement de la science au niveau de l'analyse de la COVID. Alors, nous avons appris aujourd'hui des choses vraiment très intéressantes. Comprenons-nous aujourd'hui de l'épidémie et de ses moyens de contrôle? On ne comprend pas grand-chose en pratique. Je vous engage d'ailleurs à regarder sur notre site de l'IHU la merveilleuse conférence qu'a faite la semaine dernière Ioannidis, qui est l'homme le plus connu au monde, le plus cité, le meilleur scientifique à Stanford, sur le domaine de l'épidémiologie, des essais thérapeutiques, qui est un homme qui a une intelligence absolument exceptionnelle et des données extraordinaires, et qui montre deux choses. D'une part, qu'il a une très belle démonstration de la vanité des prédictions, en montrant qu'il a regardé étape par étape les prédictions et regardé ce qui se passait, et ça n'est jamais prédictif, ça ne marche jamais. Et qui fait tout le temps des prédictions? Eh bien, nous avons toutes les personnes qui sont derrière le fascisme sanitaire, que ce soit le gouvernement, les médias, les scientifiques collapsologues, toute cette gang de clowns-là qui continuent à essayer de vouloir gérer nos vies et d'implanter leur grand reset. Alors, écoutez, vous avez probablement vu passer là, pour Québec, là, on a déjà une bonne idée de qu'est-ce que sera la nouvelle normalité. Alors, on a vu le tableau que Dominique Moret, un des animateurs de Choix Radio X, a réussi à mettre la main là-dessus, qui nous dit que lorsque nous allons atteindre la zone verte, c'est-à-dire, écoutez, en fonction des critères du gouvernement, ben ça va être à peu près 0 cas de COVID avec plus de morts, là, puis que tout va avoir disparu et que là, nous allons pouvoir dire que la COVID est vraiment derrière nous. Alors, nous allons devenir en zone verte. Et une fois qu'on va être en zone verte, eh bien, imaginez-vous qu'il va falloir continuer à restreindre nos contacts avec les gens, pas de rassemblement, patati patata. Alors, voyez-vous, la persévérance du fascisme sanitaire, ça peut être ça aussi. Mais nous nous écartons un petit peu du sujet parce qu'aujourd'hui, la vidéo du professeur Didier Raoult était, comme je vous dis, très instructive. C'est un point. Deuxièmement, il a fait une réanalyse, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sur toutes les mesures sociales qui sont prises pour contrôler l'épidémie et qui montrent que, en comparant de pays à pays, y compris parmi les extrêmes, la Suède et la France, qui montrent que...
La Suède, qui avait décidé de ne pas vraiment confiner, d'appliquer des règles de distanciation, des mesures sanitaires quand même très, très lousses, OK? Et nous, bon, lui, il parle de la France, mais le Québec a des mesures encore plus sévères qu'en France. Alors, nous avons vraiment les deux extrêmes ici. La Suède, la France, le Québec, la Floride aussi, qui font partie des endroits dans le monde où il n'y a pas eu vraiment beaucoup de confinement, ou l'Afrique qui a utilisé aussi l'hydroxychloroquine, mais peu importe. Rien n'est supérieur à rien et que donc il n'y a pas de mesure de contrainte sociale qui ait fait la preuve de son efficacité. Il n'y a pas de preuve de mesures sociales qui ont prouvé leur efficacité. Mais ça fait combien de temps qu'on en parle de ça? Le masque, la distanciation sociale, le lavage de mains, toutes ces patentes-là. Docteur Raoult, il va nous en parler de tout ça, là. Et je vais vous le montrer par un autre élément qui me paraît très important, c'est un élément qui est issu de notre institut. Sur ce premier schéma, on voit une chose qui est tout à fait extraordinaire, qui est, à partir du moment où l'épidémie de Covid arrive, qui est en grise, eh bien, toutes les épidémies respiratoires, ou quasiment toutes, sauf le rhinovirus que vous voyez en marron, là, qui se promène tout le long et qui sévit toute l'année, toutes ces infections respiratoires qui sont saisonnières ont quasi disparu pendant le cas de Covid-19. Oh non, mais écoute, ça veut dire justement que les mesures sanitaires ont fonctionné parce que justement, il n'y a pas de grippe cette année, il n'y a presque pas de rhume, il n'y a presque pas de toutes sortes d'affaires. Fait que tu vois-tu... Puis là, regardez, là, je parle comme un covido anxieux. Alors, tu vois-tu comment est-ce que les mesures sanitaires ont fonctionné, hein? Et donc ça veut dire, ça pose deux questions. L'une, c'est, et si on regarde en dessous les gastro-entérites, on a à peu près le même tableau, les gastro-entérites d'hiver, vous voyez, là, et là, pratiquement plus. Ça témoigne de deux choses. La première, il y a peut-être des phénomènes d'interférence entre les virus qui ont toujours fait que c'était difficile à prévoir. Vous voyez que par exemple, les gens qui prédisent les épidémies de grippe ne pouvaient pas prédire, pas plus d'ailleurs qu'après H1N1, qu'il n'y aurait pas de grippe pendant l'hiver. Cette année, c'est imprévisible. Il y a des phénomènes extérieurs, sociaux, viraux, qui font que c'est totalement imprévisible. Vous voyez bien que d'une année sur l'autre, on ne peut pas prévoir ça. L'autre chose... Oui, mais les collapsologues, eux, ils peuvent prévoir ça. Ils peuvent prévoir la fin de la Terre. Ils peuvent dire, comme John Kerry, que dans 9 ans, la Terre va être disparue. L'humanité complètement détruite par les changements climatiques. Toutes ces affaires-là. Donc, évidemment, c'est sûr que ces personnes-là peuvent prédire des choses comme ça. Mais quand on a ici un scientifique qui a passé toute sa vie à travailler dans ces genres de sujets-là et qui dit « Nous ne pouvons rien prédire », alors, écoutez, qu'est-ce que vous préférez croire, vous, les collapsologues ou les scientifiques comme lui? Imprévisible, c'est pourquoi parmi les virus respiratoires, il y a juste les autres coronavirus, là, que vous voyez en jaune, et puis par l'influenza 3, qui est un autre virus qui normalement n'est pas du tout en cette saison, et qui est beaucoup moins fréquent, et qui est beaucoup fréquent. Tout ça est totalement imprévisible, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les mesures que nous avons prises de distanciation ou de lavage des mains ou de nettoyage à l'alcool ont probablement eu un rôle bénéfique sur la disparition des infections respiratoires et digestives. Mais, voyez-vous, c'est toujours important d'écouter tous les bouts de vidéo parce que si on prend seulement cet extrait-là, comme bien des gens font, des gens de mauvaise foi, ben c'est ça. Alors, ils vont prendre des bouts de vidéo puis ils vont dire, ben là, c'est ça, on a la preuve que les mesures sanitaires ont fonctionné. Et pas du tout sur le COVID. Et voilà. Donc, les mesures sanitaires ont fonctionné sur la grippe, le rhinovirus, la gastro-entérite, tout ça, mais ça n'a pas fonctionné sur la COVID. Donc, ça veut dire que toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à présent pour contrôler le Covid sont totalement inefficaces. Oh my God! Écoutez, c'est la deuxième fois que j'écoute la vidéo parce que, écoutez, il faut toujours que je l'écoute avant de faire mes vidéos, hein? Mais,
écoutez, là, c'est ça. Donc, nous avons la confirmation que nous avions raison à propos des mesures sanitaires. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien nécessairement d'avoir certaines mesures, par exemple, de distanciation sociale, d'éviter certains contacts là, dans des endroits fermés, de se laver les mains, ça c'est super important. Les personnes qui ont des symptômes, qui sont probablement malades, devraient effectivement porter un masque pour éviter peut-être de propager un petit peu le virus, mais à part de ça, c'est tout. OK? Les personnes en santé, là, ça n'a pas d'affaire à avoir des histoires de mesures de distanciation sociale puis de... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, les mesures sanitaires, là, vraiment pas, là. Fait que, on va écouter M. Didier Raoult parce que c'est pas moi qui est un médecin diplômé, hein? Et donc, ça soulève une question, c'est que qui est la nature de mon interrogation scientifique et qui est la raison pour laquelle je suis, et je parais si hostile aux modélisations ou aux prédictions, c'est que... Ah oui, mais il est hostile à la collapsologie. Tu sais, c'est bien beau à un moment donné essayer de mettre des données puis de créer des espèces de modèles, là, un petit peu comme on avait vu le modèle de Theresa Tam, là. Écoutez, on voit que présentement, là, la COVID, là, la pandémie au Canada est quasiment terminée. Mais là, elle, tout d'un coup, elle dit que non, ça va remonter, bing bang de même, là. Si on diminue pas, si on diminue nos mesures puis toutes ces affaires-là, poup, ça va augmenter au bout à cause des variants puis tout, là. Et on n'est pas du tout au même niveau de science, hein? Déjà, quand on connaît la plupart des paramètres, c'est très très difficile. Vous voyez, pour la grippe, qui est une maladie qu'on connaît depuis très longtemps, on ne peut rien prédire du tout. Mais alors, pour les maladies qu'on ne connaît pas, c'est encore plus compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Il y a... Les gens sont trop nerveux pour faire de la bibliographie, mais ils doivent faire la bibliographie. La bibliographie, il y a une chose tout à fait extraordinaire qui a été publiée, pas maintenant, hein, en 2014, donc il y a 6 ans de ça. Il y a des gens en Chine, à Hong Kong, qui ont réanalysé tous les cas de la première épidémie du virus qui est le plus proche de celui-là, qui est le SARS. Maintenant, on l'appelle le SARS-1. Et ils ont fait un travail de fourmi pour essayer de détecter tous les cas qui avaient été positifs autour de cet hôtel de Hong Kong, dont on pensait que c'était l'épicentre des choses. Et donc, ils ont regardé le nombre de cas positifs et le nombre de cas contacts. Et sur cette publication, qui est accessible, hein, ce que l'on voit, c'est que, en réalité, contrairement à ce qu'on pensait, le SARS n'était pas transmis majoritairement par l'environnement, ni par les contacts directs qui auraient pu être évités assez facilement, mais qu'il y a eu des gens qui ont été contaminés jusqu'à 200 mètres des personnes infectées. Oh! Écoutez, là, je me souviens pas tout à fait de toute son autre explication d'après, mais là, si vous êtes un covido-anxieux, que vous êtes membre du fascisme sanitaire, là, vous écoutez ça, puis tout ce que vous pensez, c'est les aérosols. Vous pensez aux écoles puis au système de ventilation. Vous pensez à toutes ces espèces d'affaires-là, puis là, vous dites, ouais, puis là, le masque, puis là, c'est important de porter 2 masques, parce que là, il faut diminuer les aérosols, puis tout. Ouais, mais là, il y a quelque chose qu'il va falloir que ces gens-là se mettent dans la tête, là, c'est que nous sommes des humains, OK? On n'est pas des robots, et puis l'humanité, bon, OK, regardez, ça reste quand même que nous, on se trouve aussi à... on est un petit peu des dérivés des animaux, hein? Alors, c'est tout à fait normal dans notre nature que nous avons besoin de contacts sociaux et tout ça, ne serait-ce que pour la reproduction de la race ou des affaires comme ça. Alors, à un moment donné, c'est ça. Donc là, lui, il vient de nous dire que les mesures sanitaires ne fonctionnent pas. Il nous dit qu'il y a des gens qui peuvent être contaminés jusqu'à 200 mètres. Ben là, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait là? On va-tu décider de tout se jeter en bas du pont pour arrêter le problème? Ben, pas vraiment, non. Tu sais, fait que, regardez, là, à un moment donné, on se dit, Colin, là, je panique un peu. Non. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est d'être rationnel puis de comprendre exactement le phénomène. Et donc, ça peut expliquer pourquoi on n'a jamais démontré ça pour les autres virus respiratoires, cette distance incroyable qu'il peut y avoir entre les cas infectés et les cas qui vont être infectés.
Puis il y a aussi une autre affaire qu'il faut prendre en ligne de compte là-dedans. C'est vrai que les aérosols, ça peut se propager super loin puis que ça peut contaminer des personnes. Mais écoutez, puis ça, c'est de valeur parce que je sais qu'ils n'en parlent pas là-dedans. Mais écoutez, dans les facteurs aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a des certains niveaux de fragilité. Hein? Il y a des gens qui sont plus susceptibles d'attraper quelque chose que d'autres personnes. Mais là, à un moment donné, je pense que, écoutez, on ne peut pas nécessairement paralyser une société puis une planète entière, des milliards de personnes, tout ça, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus fragiles que d'autres. Hein? Puis encore là, ça ne veut même pas dire que vous l'attrapez, que vous allez nécessairement vous retrouver dans une chambre d'hôpital aux soins intensifs, puis que vous allez être à l'agonie pendant des mois de temps, puis après ça, tu sais, voyez-vous, là, à un moment donné. Mais écoutez, si vous avez des problèmes de phobie, c'est bien certain que toutes ces affaires-là, ça vous inquiète. Mais là, regardez, là, moi je m'excuse, mais j'ai absolument aucune pitié, puis n'ai aucune empathie pour vous non plus. Peut expliquer pourquoi nos mesures sont toutes en réalité vaines, parce que nous n'avons pas les moyens d'empêcher que des gens à 200 mètres de là puissent être infectés, puisqu'aucun moyen nous permettrait de faire ça, sauf à mettre tout le monde en prison. Hein. Et encore, même si on les met dans des prisons individuelles, vous voyez ce qui s'est passé avec les visons, à la fin tout le monde est infecté. Donc il y a une vraie question qui est que c'est ceci qui montre un échec. L'efficacité des mesures sur les autres virus que nous connaissions, aussi bien de gastro-entérite que d'infections respiratoires, mais l'inefficacité totale des mesures que nous avons sur le Covid-19 et très certainement par un manque de connaissances. Donc ce qu'il faut développer, ce n'est pas des modèles, ce n'est pas des mesures prises dans le moment de l'angoisse, c'est... Et surtout, nous sommes totalement impuissants contre la nature, OK? La nature va toujours réussir à trouver son chemin. C'est ça, la leçon qu'il va falloir qu'on apprenne de ça. L'humain, là, il va falloir qu'il arrête de penser qu'il est capable de tout contrôler. Puis les espèces de... En tout cas, les espèces de personnes qui souffrent là, du syndrome de Dieu, OK? Qui pensent là, qu'elles ont la science infuse, puis que, regardez, ces personnes-là sont dangereuses pour la société, OK? Il faut qu'on apprenne à vivre notre vie en fonction du fait qu'on a du contrôle sur rien du tout. Puis ça, là, ça peut nous amener sur bien d'autres problèmes aussi. Tu sais, puis je veux pas m'embarquer dans cette discussion-là, mais regardez, si nous n'avons aucun poids, aucun contrôle sur un virus comme ça, OK? Imaginez-vous qu'est-ce que c'est quand on parle, par exemple, du climat. Le réchauffement climatique, les changements climatiques qui sont engendrés par l'homme. Moi, je fais juste poser une question, là. OK? D'essayer de comprendre comment se transmet ce virus que pour l'instant, nous ne connaissons pas. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas avec quoi c'est corrélé. Donc c'est un premier problème de fond. Oui, mais là, actuellement, regardez, la pandémie au Québec présentement, puis je ne sais pas à où nécessairement, je le sais qu'en France, il y a une couple de petites éclosions là, qui sont en train d'arriver partout, mais là au Québec, c'est un petit peu différent. Mais si, admettons, moi je parle juste du fait que moi je suis un résident de Lévis, Québec, la région de Québec, tout ça, et que nous avons à l'heure actuelle, pour les deux régions ensemble, en bas de 40 cas. OK? Ben, ces cas-là sont presque tous dans les hôpitaux présentement. Et aussi, tu sais, pour ces gens-là qui sont dans les hôpitaux, ben avant, ils étaient dans des résidences pour personnes âgées puis ont été contaminés par du personnel soignant qui se promène d'un établissement à l'autre, qui se promène d'un patient à l'autre et qui, veut pas, vont transmettre le virus aux personnes qui sont vulnérables, OK? Alors, ça peut en être une piste. Mais là, à savoir, écoutez, au Québec présentement, on sait que il y a encore certains problèmes à Montréal, alors que le restant du Québec, et pour ainsi dire, la COVID est quasiment éradiquée, là, ben c'est ça. Écoutez, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on commence à analyser tout ça, là,
Puis il n'y a même pas de vraiment mauvaise réponse. Sauf qu'à un moment donné, de continuer à s'obstiner, à mettre des mesures qui empêchent la population de vivre, là, écoutez, on ne peut pas faire autrement que de se dire qu'effectivement, il n'y a plus rien de scientifique en arrière de ça, puis c'est juste politique. Puis quand comme je vous disais un petit peu tantôt, qu'on en revient au tableau là, de la nouvelle normalité, d'ailleurs le gouvernement a appelé la zone verte, là, la nouvelle normalité, avec les rassemblements, puis tout ça qui sont complètement... Fait que voyez-vous, c'est plus une question de maladie, là. C'est vraiment une question que le gouvernement veut nous implanter une nouvelle façon de vivre, là. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'était pas le but de la vidéo en premier. Mais en tout cas, c'est pas grave, là, je fais juste vous dire que ça nous sonne des cloches pareilles quand on entend, puis quand on commence à extrapoler sur le sujet. Sur lequel il faudra bien essayer d'avancer. Et qu'en est-il des variants? Ah, les variants! Ah... Pour les variants, les choses ne sont pas plus compréhensibles que pour le reste, en réalité. Donc, si on regarde... Mais, au fond, là, les variants, on s'en fiche, OK? Ce qui est important de continuer à voir, c'est la courbe des cas qui continue à diminuer. Puis aujourd'hui, regardez, j'ai vu les statistiques au Québec, il y avait un mort de la COVID, là. Un mort de la COVID. Puis c'est qui ce mort-là, vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un enfant de 13 ans? Ben non. C'est encore une personne âgée qui est en fin de vie, qui devait avoir des comorbidités épaisses comme un bottin de téléphone, là, puis qui est morte de sa belle mort. C'est tout. Fait que là, à un moment donné, les variants, là... Fait que c'est ça. Écoutez, on peut en écouter un petit bout, là, mais on s'en fiche complètement des variants. Eh bien, vous voyez que le tableau de répartition des variants est complètement différent d'un pays à l'autre et qu'on ne sait pas très bien pourquoi les variants se distribuent d'une manière tellement différente d'un pays à l'autre. Ben, c'est la transmission de personne en personne à cause de la région. Tu sais, au Québec, c'est ça. Nous, on a des variants qui doivent être complètement différents de ceux-là en Europe. Puis, regardez, là, actuellement, on nous parle là, du variant anglais, le variant de l'Afrique du Sud, tout ça. Moi, j'aimerais ça qu'on me parle là, du variant qui vient d'Haïti, là, les avions qui étaient bourrés de COVID, apparemment, puis que ces gens-là, la communauté haïtienne, qui sont toutes à Montréal, dans le même coin, puis qui doivent se contaminer entre eux, il doit sûrement avoir un variant haïtien aussi à Montréal présentement. Mais là, évidemment, celui-là, on n'en parle pas pour des raisons évidentes. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que, voyez-vous, tous les pays ont leur lot de variants, puis on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est de voir la courbe des cas et des décès qui, partout dans le monde, malgré ces variants-là, qui diminuent. Et à propos du variant anglais, qu'en est-il? Alors, ce qu'on appelle le variant anglais, c'est un variant qui a une mutation sur le base qui s'appelle 501, qui est dans la spike, c'est-à-dire qui est le peptide qui déclenche le plus d'immunité contre lequel est dirigé le vaccin. Si on regarde où est-ce que ce variant est apparu, en réalité, très très précocement, ici, en avril-mai, il commence à apparaître. Bon, écoutez, là, ça, vous le savez déjà, le variant anglais, c'est le Remdesivir qui a produit ça, là. Donc, des personnes qui étaient malades, OK, puis qu'on a essayé ce traitement-là, ça fait des années qu'on le sait que le Remdesivir est un mutagène. Puis, en plus, on a inoculé à ces personnes-là du plasma de personnes qui avaient eu des anticorps. Puis là, bon, en tout cas, tout ça pour dire que le Remdesivir a causé, là, plein de mutations. Fait que c'est ça le variant anglais, là, tu sais. Fait que on s'en fiche pas mal, là, de où ça vient, puis tout, là. En tout cas, fait que, écoutez, c'était pas mal ça pour aujourd'hui, concernant le professeur Raoult, OK? Alors, donc, qu'est-ce qu'on a appris d'important aujourd'hui? C'est que les mesures sanitaires ne servent à rien. C'est tout. Alors, je pense que c'est intéressant de l'apprendre d'un scientifique. Alors, ça, c'est la persévérance du professeur Raoult à vouloir nous expliquer avec des données, avec des choses factuelles, de la vraie science, OK? Donc, on peut vraiment
remercier la persévérance du professeur Raoult à vouloir bien nous éduquer sur le sujet. Mais quand on parle de persévérance, ben aussi, on peut penser aux médias. Alors, j'ai vu passer cet article-là ici, qui date d'hier, lundi le 22 février. OK? Alors, éclosion majeure dans un CHSLD où 96% des résidents avaient déjà été vaccinés. Bon, alors, quand j'ai vu cet article-là, j'ai pensé à un podcast qu'il y avait eu c'était Jeff Fillion avec Yann Sénéchal à Choix Radio X qui avait parlé de ça. Comme quoi que, en fait, pis ça, on en a parlé beaucoup aussi, là, mais comme quoi que les médias, il n'y avait absolument aucun avantage à ce que la pandémie se termine, OK? Alors moi, quand j'ai lu cet article-là, vous allez voir, puis je vais le commenter comme je fais d'habitude, vous allez voir, c'est rempli de contradictions, mais le but premier de ça, évidemment, c'est de continuer à maintenir la peur, puis c'est surtout de continuer à maintenir les craintes, les craintes de la population qui sont vraiment fragiles à ça, puis en plus, ça va plus loin que ça va même ratisser en allant chercher les complotistes qui veulent rien savoir du vaccin. Donc, ça fait peur aux covido-anxieux, ça l'alimente le scepticisme des covido-anxieux, des covidios en rapport avec la vaccination. Vous allez voir, cet article-là, sérieusement, c'est un véritable chef-d'œuvre de mauvaise foi. Alors, commençons la lecture. Une éclosion majeure de COVID-19 a frappé cette fin de semaine le CHSLD Lionel-Lémont de Gatineau. Bon, Gatineau. Alors, Gatineau, la semaine passée, ou en fait, je pense que c'est lundi, regarde, on vient tout mêler, mais Gatineau, donc, ça fait partie de la région de l'Outaouais qui est tombée en zone orange, OK? Parce que c'est adjacent à Ottawa qui, eux, sont, pour ainsi dire, en zone orange, OK? Alors, décision politique encore, le gouvernement a décidé de mettre l'Outaouais, donc Gatineau inclus, en zone orange. Mais là, voyez-vous, là, on a une éclosion dans un CHSLD de Gatineau. Bon, alors, qu'est-ce que les médias veulent avec ça? Donc, est-ce qu'ils veulent que le gouvernement fasse marche arrière et qu'il remette Gatineau dans une zone rouge? OK? Donc, ça, c'est la première affaire qu'on peut se demander. Un centre de soins de longue durée où 96% des résidents avaient pourtant déjà reçu une première dose du vaccin en décembre dernier. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'un covidio va penser quand il lit ça? Le vaccin sert à rien. Effectivement, c'est vrai que les covidios vont se dire ça, puis ils ont raison de penser ça aussi. Mais voyez-vous, qu'est-ce que les médias font aussi en faisant ça? C'est de dire, regardez, finalement, le vaccin sert à rien. Donc, la COVID-19 va continuer. Fait que c'est vraiment à double sens, cette affaire-là. Lundi après-midi, le bilan de ce centre de soins de longue durée dénombrait 23 résidents d'un même secteur, en plus de quelques employés qui avaient reçu un test positif au coronavirus. Bon, fait que quoi, encore des asymptomatiques, on sait pas. Il s'agissait d'une nouvelle éclosion dans ce CHSLD où 64 cas avaient déjà été recensés depuis le début de la pandémie, y compris 17 décès. Bon, alors regardez, quand on est plus rationnel que ça, ben là on peut se dire que ça veut dire que, bon, donc les mesures sanitaires dans ce CHSLD-là, il y a un problème là-dessus. Donc, il y a un manque de formation dans les gestionnaires, il y a un manque de formation dans le personnel de la santé, il y a quelqu'un qui ne fait pas attention, ou tout simplement, comme je vous ai dit tantôt, c'est la nature. La nature réussit toujours à trouver son chemin. Ben, voyez-vous, malgré toutes les cochonneries qu'on a mis en vigueur là-dedans, la nature a réussi à contaminer ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Nous sommes assez déçus de ce résultat. Mais encore là, aucune imputabilité des gestionnaires tout croche. Mais regardez, voyez-vous, c'est que on ne peut pas arrêter l'inévitable. C'est ça qu'il va falloir qu'on comprenne à un moment donné. Ce n'est pas par manque d'efforts ou de moyens, et c'est un autre coût à absorber pour nos employés. Bon, puis là, regardez, depuis, c'est-tu la semaine passée que le masque N95 est devenu obligatoire dans toutes les zones chaudes? Est-ce que les gens qui étaient dans ce CHSLD-là
portaient des masques N95. Si c'est le cas, là, ben ça nous prouve que même le masque N95 n'est pas efficace. Ça, là, ça serait une méchante grosse affaire d'apprendre ça. A avoué Benoît Major, directeur du soutien à l'autonomie des personnes âgées du Centre intégré de... Bon. Confiance ébranlée. Écoutez bien ça. La confiance de la population quant à l'efficacité de la vaccination pourrait être ébranlée par cette nouvelle éclosion. Et voilà. Donc, vous dites aux covidios que les vaccins servent à rien. Et après ça, vous dites aux covido-anxieux, dans le fond, que les covidios ne voudront pas se faire vacciner parce que le vaccin n'est pas efficace, OK, selon les covidios, bien sûr. Alors, les covido-anxieux vont être encore plus fâchés après les covidios qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, nous continuons à augmenter les divisions sociales. Bravo, les médias. J'ai confiance aux vaccins car ils évitent les complications et la mortalité. Ouais, mais ils n'empêchent pas de tomber malade ou de le transmettre. Fait que ça porte déjà pas bien. A répondu à cette question la médecin conseil de la santé publique en Outaouais, la Dr Carol McConry, tout en précisant que la première dose ne présente qu'un taux d'efficacité de 80%. Ben, 80%, c'est beaucoup, là, quand même. C'est quand même... Tu sais, 80%! Le vaccin de la grippe n'a jamais été efficace de même. Mais voyez-vous... la tournure des phrases tout en précisant que la première dose ne présente qu'un taux d'efficacité de 80%. Ils font exprès de nous décourager. L'origine de cette éclosion reste pour le moment inconnue. Qu'est-ce que Didier Raoult a dit tantôt? On ne sait rien. On n'a de contrôle sur rien. Essayez pas de vouloir comprendre des affaires que vous n'êtes pas capable de comprendre puis qu'il n'y a peut-être rien à comprendre non plus. C'est inévitable. Mais la transmission communautaire demeure parmi les hypothèses retenues. Oui, mais ces gens-là sont dans un CHSLD. Les personnes âgées n'ont même pas le droit de sortir de leur chambre. C'est où qui sont la transmission communautaire? C'est quoi vous allez faire avec le personnel de la santé qui, le soir, s'en retourne chez eux, puis il n'y a personne d'autre qui met les pieds dans les CHSLD? Fait qu'est où la transmission communautaire? Demeure parmi les hypothèses retenues, mais c'est de la bullshit, vos hypothèses. Tout comme les travailleurs de l'établissement, alors que seuls 41% d'entre eux ont accepté jusqu'à maintenant de recevoir le vaccin. Regardez, là, vous blâmez le personnel de la santé qui ne veut pas se faire vacciner, mais vous dites que le vaccin est seulement efficace à 80%, puis là, vous dites... Voyez-vous comment cet article-là, c'est de la grosse merde. En plus de cette éclosion dans ce CHSLD, une autre a été notée parmi les cols bleus de la ville de Gatineau avec 5 cas confirmés, une vingtaine d'employés en retrait préventif. Moi, là, j'ai un de mes amis qui travaille comme col bleu, pas dans la ville de Gatineau, là, mais regardez, les normes pour les cols bleus sont extrêmement sévères. OK? Fait que moi, je suis pas mal sûr qu'à Gatineau, il doit y avoir des normes aussi sévères qu'il y a, admettons, à Québec. Les mesures sanitaires, est-ce qu'elles sont efficaces? Un cas présumé de variant a aussi été décelé dans la région. On s'en calisse des variants. La situation est d'autant plus particulière que l'Outaouais passait de nouveau lundi en zone orange. Et voilà. Alors, les médias veulent que l'Outaouais retombe dans le rouge à cause d'une couple de personnes qui sont tombées malades dans un CHSLD qui est mal géré, des variants. Les médias, là, sont vraiment... écoutez, au niveau de la persévérance, là, il faut rendre ce qui appartient à César. Mais les médias sont vraiment excellents là-dedans.
Mais ça nous amène à la persévérance majeure. Que vous parliez de persévérance au niveau des médias qui continuent à nous faire peur et à nous remplir de bullshit, que vous parliez de persévérance comme Didier Raoult qui s'entête à nous donner le maximum de faits scientifiques, de données rationnelles, de toutes sortes d'informations qui nous aident à comprendre, ou que vous parliez de persévérance, le rover qui se promène maintenant sur Mars et qui va prendre des photos, des vidéos, des bruits sonores. Écoutez, c'est incroyable, là, c'est historique ce qu'on vit présentement. Je pense quand même que la persévérance majeure, ben, c'est la vôtre, mes chers citoyens lucides. Parce qu'on est en train de vivre quelque chose de très, très, très difficile, OK? Et il n'appartient qu'à vous d'être persévérant, de ne pas lâcher, de continuer à trouver le maximum de bonheur possible dans vos vies, de vous dire qu'on est rendu à la mi-février, ben, fin février pour ainsi dire, même en plus, que l'académie est quasiment terminée, blablabla, le printemps arrive, nanana, la courbe des cas, la courbe de la mortalité diminue partout, blablabla, donc il faut s'accrocher sur ce qu'on peut. Alors, c'est un petit peu le message que je voulais vous passer aujourd'hui, mes chers citoyens lucides, c'est vous-même soyez persévérants. Alors, je vous le dis, moi aussi, j'ai mes hauts puis mes bas, OK? Je fais mon possible pour trouver des affaires qui me permettent de rester accroché, là. Fait que j'espère que vous aussi, vous trouvez des manières de ne pas lâcher. Alors, mes chers citoyens lucides, c'était la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.